Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alexandre Beau de la rédaction d'Espace Social Européen. Nous sommes là pour une première. La rédaction d'Espace crée un nouveau produit qui est un podcast audio que nous avons dénommé ESE Décrypte. Qu'est-ce que ESE Décrypte? ESE Décrypte, c'est en fait chaque semaine, nous allons revenir sur les faits marquants de l'actualité de la protection sociale avec un petit peu de recul. Comment analyser les principaux événements, quelles répercussions ont-ils sur les acteurs. Ce sera l'occasion d'un échange avec les membres de la rédaction par rapport à leur domaine de prédilection. Aujourd'hui, pour la grande première, Pascal Beau, rédacteur en chef, directeur, fondateur d'Espace Social Européen, va revenir sur un certain nombre de sujets et l'actualité est quand même assez chargée en cette rentrée 2017. Je profite aussi de l'occasion pour vous rappeler que le magazine ESE 1116 doit être dans vos chaumières aujourd'hui. Vous verrez qu'on parle de bien des choses. On va revenir un petit peu sur ces sujets-là aujourd'hui, mais pas que. Et également, par rapport au programme que va vous proposer la rédaction d'Espace Social Européen dans les prochaines semaines, les prochains mois, et on espère de manière pérenne, il y aura aussi une émission qui s'appellera ESE sur le vif. En quoi cela consiste? Et bien, tout simplement, c'est quand un fait d'actualité un petit peu bouillant, on va dire chaud, arrive, on le traitera, on le décryptera avec nos équipes. Par exemple, la semaine prochaine, il y a de fortes probabilités que nous fassions une émission spéciale sur le PLFSS, sitôt que celui-ci, les premières informations nous seront remontées, pour que vous ayez les premières clés de lecture sur l'actualité de notre secteur. Je vais arrêter la partie présentation, on va peut-être rentrer directement dans le vif du sujet. Pascal, bonjour d'abord. Bonjour. Pascal, la grande information de cette semaine, peut-être, c'est le coup d'envoi de la stratégie nationale de santé par Agnès Buzyn lundi dernier. Qu'attendre de ce projet gouvernemental, le premier grand projet gouvernemental de la santé sur l'ère Macron? Prévention, pertinence des soins, innovation organisationnelle et amélioration thérapeutique. Voilà les 4 grands chantiers de la ministre de la Santé sur lesquels il y a un consensus. La question sur ce dossier est plutôt la suivante, c'est est-ce que le gouvernement, le ministère et les acteurs du système de soins vont pratiquer de façon classique cette évolution, cette réforme, ou ils vont changer leur modus operandi. Pourquoi? Parce qu'on constate bien que le vrai sujet, c'est pas tant les orientations générales que tout le monde partage, que la façon de fabriquer la rénovation et l'innovation. Si on persiste à tout centraliser, car la France est le pays peut-être en Europe le plus centralisé en matière de décision de santé, tout remonte à Paris pour simplifier, on va perdre beaucoup de temps, on va perdre beaucoup d'argent, on va démotiver les équipes et notamment les acteurs porteurs d'innovation et on va prendre donc du retard. Donc c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'il faut, et c'est souhaitable, je pense que là-dessus il y a prise de conscience, et il faut rénover non seulement peut-être sur les orientations, mais surtout sur la méthode de travail pour aller au plus vite vers des résultats concrets. Je pense notamment par exemple sur la prévention, notamment puisque hier, très récemment, on a eu un débat sur la polymédication chez les personnes âgées, c'est une priorité absolue. Voilà, c'est un exemple parmi 100. Il y a une nouveauté, je dirais, un petit peu en termes de forme. Peut-être c'est ce qu'on a, les équipes d'Agnès Buzyn ont appris ça de la loi de santé de Marisol Touraine, c'est que cette fois-ci, on passe plus par une grande loi, on va directement à la case décret. Est-ce que c'est ce mode opératoire plus directif, qui raccourcit les délais de mise en place? Est-ce que vous pensez que c'est un premier signal positif ou de cette prise de conscience que maintenant il faut aller de l'avant, il faut avancer sur ces sujets-là? Oui, bien sûr, je pense que le temps des grandes réformes est révolu. Il faut maintenant appliquer, y compris la loi de santé de Marisol Touraine. Donc, place plutôt à l'action plutôt qu'aux grandes lois et il y a l'avalanche de la réglementation. Le cadre a été fixé, on peut toujours le trouver inefficace, insuffisant, on peut toujours l'améliorer, mais place vraiment à l'action. D'accord. Il y a un volet que la ministre avait soulevé un petit peu lors de la conférence de presse, et ça me permettra de faire le lien avec le deuxième sujet que nous souhaitons aborder aujourd'hui, c'est le financement, la fameuse problématique du financement de notre système de santé. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est tombé cette semaine, mercredi dernier. Quels sont les principaux enseignements? On a parlé d'insincérité encore une fois. Didier Migaud a été assez dur avec les précédentes équipes.
La Cour des comptes a tiré la sonnette d'alarme. Qu'est-ce que vous en pensez? La Cour des comptes a raison. Ce n'est pas nouveau, mais malheureusement, ces biais comptables introduits à la fois dans les prévisions et dans les projections financières de la sécurité sociale et de l'assurance maladie en particulier sont légion depuis des dizaines d'années. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est vraiment un problème, c'est que dans les temps modernes, on pensait que la transparence comptable serait enfin respectée. Ça n'est pas vraiment le cas. Donc la Cour a pointé un certain nombre de dysfonctionnements de présentation et de projection des comptes sur lequel le nouveau gouvernement va devoir le prendre en compte, y compris dans sa projection lui-même sur le PLFSS 2018, car il va falloir digérer les revalorisations tarifaires pour les médecins, pour les pharmaciens, les améliorations de carrière pour les hospitaliers, etc. Donc il faudra un peu de place, un peu de marge de manœuvre financière et puis surtout un peu d'argent pour financer le fameux fonds d'innovation organisationnelle auquel la CNAM tient beaucoup. Voilà. Ce matin, on a appris dans le Parisien qu'a priori le taux d'ondam sera à 2,3. Ça va dans le sens de la Cour. Exactement, tout à fait. Il faudra voir les modalités. Est-ce qu'il y aura plus de moyens pour la médecine de ville que pour les soins hospitaliers? On verra bien les derniers arbitrages qui vont être réalisés en tout début de semaine. Mais effectivement, la tendance est là. Merci Pascal. On va passer peut-être au troisième sujet qui alors touche un petit peu parfois nos auditeurs qui sont nombreux, notamment dans les CAF. C'est le départ du directeur général de la CNAF, Daniel Lenoir. Surprenant cette rentrée, c'est rare qu'en général un directeur général quitte entre guillemets le bateau en pleine rentrée scolaire, surtout dans le domaine de la famille. En pleine rentrée PLFSS, vous voulez dire? Oui, c'est un petit peu surprenant. Je crois qu'il y avait un problème de climat social au sein de la branche famille. Ça n'est pas nouveau. Nos confrères de la presse à la fois générale et professionnelle, se sont fait écho d'une difficulté relationnelle entre l'équipe de la Caisse nationale et le réseau des directeurs de CAF. Il y a eu l'affaire de Strasbourg. On ne va peut-être pas trop insister là-dessus. Daniel Lenoir a fait un excellent travail. Il a remis à niveau la branche famille sur les indicateurs, sur la politique de l'action sociale, sur le FNAS. Donc ça c'est incontestable. Maintenant, vous savez, son mandat, on était vraiment au bout d'une période. Vous savez, il y a une règle non écrite, c'est 4 ans et demi, 5 ans, en général, les directeurs de caisse nationale quittent leurs fonctions, excepté la situation particulière de la CNAM. Donc, ce n'est pas en soi une surprise. Et puis, il y a une relance. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités est venue devant le conseil d'administration de la CNAM pour annoncer un plan de relance. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas en faire un énorme événement. C'est la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. C'est ça, oui. Peut-être. Ça collerait peut-être un petit peu avec l'idée, notamment du management des grandes branches, je dirais à la sauce Macron. Part sur des cycles de 4-5 ans qui accompagnent l'administration. Je ne sais pas ce qu'est la sauce Macron. Je ne sais pas si elle est goûteuse ou pas. On verra bien. On a 5 ans pour le découvrir. C'est clair qu'effectivement, le président de la République est très itératif dans ses relations avec l'administration, la haute administration française. Dernier sujet de la semaine. Alors, c'est pas forcément le sujet de cette semaine, mais c'est un sujet de la semaine dernière. Mais comment ne pas revenir dessus? Parce que dans le secteur de l'assurance santé complémentaire, c'est quand même presque un séisme, on peut le dire. Un groupe mastodonte est né, le groupe Vive, donc qui est uni Harmonie Mutuelle, le groupe MGN et les mutuelles d'Istia. Comment interpréter ça? Quelle portée donner à ce nouveau groupe? Je fais juste une petite piqûre de rappel pour nos abonnés. Il y aura un article et une interview de François Venturini dans le numéro de cette semaine. La création de groupe Vive est un énorme événement dans le champ de la mutualité. Je pense que tous les repères vont être bousculés. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. Il ne faut pas se tourner, il ne faut pas se masquer la face. Plus le champ des mutuelles se regroupe et se muscle, moins l'instance fédérale, la Fédération nationale, a du poids. Je crois que c'est incontestable de dire cela. Donc il faudra trouver l'articulation. On est plutôt au niveau fédéral dans une logique d'animation que d'intervention opérationnelle sur le champ de la complémentaire santé. Maintenant, le groupe Vive va aussi monter en puissance. Et je pense que c'est encore un peu trop tôt pour qualifier cette mutation, ce bouleversement, mais il faudra y revenir, bien sûr, et nous allons le faire. Mais c'est vrai que c'est un événement considérable parce que c'est de très 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 loin le plus gros opérateur complémentaire santé en France. Donc l'impact de ça dépasse le champ de la mutualité et touche l'ensemble du secteur de la complémentaire santé. Merci Pascal, merci pour cette analyse.
On vous remercie tous d'avoir pu écouter ce premier numéro de SE Décrypte. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 2. Si vous avez des suggestions, des recommandations, n'hésitez pas. Comme nous tous, on commence et on peut s'améliorer. N'hésitez pas donc à nous contacter par téléphone ou par mail. On écoutera très attentivement vos retours. Bonne fin de semaine, bon week-end. Au revoir.